c'est déjà un cadeau que je m'asseye pour regarder ton film. Éclate-moi, frère. J'ai essayé de regarder avec mes enfants, beaucoup trop de gros mots, frère. Beaucoup trop de gros mots. Les réalisateurs sénégalais, je pense que c'est vraiment l'élite du cinéma africain. Mais pour moi, Spike Lee, c'est plus que du cinéma ce qu'il a fait. Ce fumier, il commence à m'énerver. Je suis pas dans les bails de manga, tout ça, là. J'en ai rien à foutre de tout ça. Les gens sortaient de la séance et tout. C'est un connard! C'est de la merde! Avec mon petit frère, on s'est regardé, on a dit, bah, on va devenir musulman. Et ma mère a dit, on fait des pâtes à la carbonara. Et on s'est regardé avec mon frère, on a dit, bon, demain. Les Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. Écoute, bienvenue JP. Ouais, bienvenue, merci. Bienvenue. Ouais, merci. Ouais. Bien, donc là, tu es chez JM Vidéo, qui est l'un des 2 derniers vidéoclubs à Paris. Ouais, il y a 50 000 DVD. Toi, le DVD, le vidéoclub, c'est un truc qui est important dans ta cinéphilie ou pas? Ah bah oui. Je suis grave un mec de vidéoclub des années 90 où fallait chercher le film que tu voulais et tu tombais parfois sur des bonnes surprises. Je me rappelle du film de Gaspard Noé là avec le boucher là, j'ai oublié le Seul contre tous. On se croit dans un monde civilisé, mais c'est vraiment la jungle. Et dans cette jungle, si t'as envie de vivre, t'as intérêt à faire partie des animaux les plus forts. Je me rappelle, j'étais avec un pote à moi qui s'appelle Drama. On était en train de vagabonder dans les allées du vidéoclub et tout, et on est tombé sur cette affiche de Gaspard Noé où il y avait un vieux monsieur dessus qui disait « Travail, famille, patrie, seul contre tous ». Je savais absolument pas qui était Gaspard Noé. Je savais absolument pas de quoi parlait ce film. Avec mon pote, on s'est regardé, on a dit « On prend ça ». Et on a pris le film, on est rentré chez lui, on a regardé ça. C'était une claque monumentale cinématographique. Si je crois que d'ailleurs, c'est un des premiers vrais chocs cinématographiques de ma vie. Ouais, c'était ça, Seul contre tous. J'aimerais même qu'on commence par le côté américain, ça te dérange Américain? Pas de problème. Non, et il y a un film qui était important pour toi dont tu voulais nous parler. Ouais, il y a ce film-là, Malcolm X. So I have to stand here today as what I was when I was born, a black man. Oh, c'est sorti, je crois, j'étais en 3e ou 4e. Et d'ailleurs, je l'ai montré à mes enfants. Et ouais, Malcolm X, bah, c'est un des fondements, on va dire, même de ma personnalité aujourd'hui. En fait, Malcolm X et Spike Lee et son cinéma en général dans les années 90, c'était quand même pas mal beaucoup basé sur l'histoire vue d'un autre point de vue. When we saw this film, we were not seeing Denzel Washington, we were seeing the reincarnation of Malcolm. Et donc Malcolm X, je connaissais le personnage, mais je connaissais pas vraiment sa vie. Ça, et d'ailleurs, je m'en rappelle que quand on a regardé Malcolm X, il devient musulman dans le film et tout, et il dit ouais, c'est la religion que les Noirs doivent avoir pour s'en sortir et tout, nanana. Avec mon petit frère, on s'est regardé, on a dit bah on va devenir musulman. Et ma mère a dit on fait des pâtes à la carbonara, et on s'est regardé avec mon frère, on a dit bon demain. demain. Et oui, non, mais Malcolm X, c'est, je sais pas, et je crois que j'ai un truc que j'ai piqué un peu à Malcolm X. J'adore la fin où il y a des jeunes qui se lèvent et qui disent I am Malcolm X, I am Malcolm X, I am Malcolm X. I'm Malcolm X! I'm Malcolm X! I'm Malcolm X! I'm Malcolm X! Dans Place, si tu regardes un peu, il y a ça. Dans Tout simplement Noir, à la fin, il y a le côté un peu manif qui fait penser aussi à ça. Merci d'être venu, vraiment. Et dans Le Grand Déplacement aussi, à un moment donné, dans le film, je fais aussi des portraits de gens et tout. Donc je pense que ouais, ça fait partie de mes inspirations inconscientes. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous n'allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. Mais pour moi, Spike Lee, c'est plus que du cinéma ce qu'il a fait, c'est en fait redonner de la fierté, voir que les choses sont regardables aussi d'un autre point de vue. Bah, le point de vue des Noirs américains, l'histoire américaine, et donc du coup, moi je l'ai beaucoup pris pour moi, et voilà, et ça m'a donné pas mal de fierté, Malcolm X. Et Spike Lee en général, grand maître. C'est des gars, si je les croise, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais leur dire, tu vois. Ouais. C'est comme Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que je les aime tellement que, tu vois, si je le vois, j'aurais même pas envie de lui parler. Je vais juste lui serrer la main et je préfère garder le mystère. Putain, attends, je viens de voir un autre truc ici, là. Patrice Lumumba, de Raoul Peck. Ah, il veut être ministre. Ils veulent tous être ministres.
Tu veux des décorations? On va te décorer, tu vas voir. Alors Lumumba, d'ailleurs il est tatoué ici, Patrice Lumumba il est tatoué ici. Alors l'histoire d'un révolutionnaire congolais qui s'est fait assassiner par la Belgique à l'époque et tout, au moment des indépendances et tout. La prestation de Éric Ebouané dans ce film est stratosphérique. Qui nous a exploités durant 80 ans? N'est-ce pas les impérialistes? La reine Elisabeth de Belgique est présidente des amitiés belgo-russes. Est-elle communiste? Et là, c'est super, putain, c'est bien organisé votre truc. Parce que là, il y a Malcolm X, qui est une version de l'histoire noire américaine où, quand même, on peut se l'approprier et tout, avoir une certaine fierté et tout. Et là, en 2000, il y a Lumumba qui arrive de Raoul Peck et je me rends compte qu'en fait, dans le cinéma francophone, c'est possible aussi de faire des films percutants sur l'histoire africaine et tout, avec des héros oubliés, tout ça. Ouais, grosse inspiration Raoul Peck, qui est un type aussi très solide. Moi, j'adore les gens qui aussi se servent du cinéma comme outil et qui racontent le monde, leur vision du monde. J'adore que le cinéma, ce soit aussi ouvrir les yeux sur une vision du monde pas souvent racontée. J'ai adoré dans le même sens, j'ai adoré aussi Apocalypto de Mel Gibson. J'ai trouvé ça vraiment super. J'ai trouvé ça génialissime même. Je me rappelle, j'avais vu au cinéma à l'époque avec ma petite go de l'époque et tout. J'ai même pas eu le temps de bien la tchatcher et tout ça. J'étais trop sur le film. Mais c'est génial ce truc et tout. La vision des Aztèques de l'époque, comment c'était à ce moment-là, la violence dans laquelle ils baignaient et après la violence de la colonisation quand les colons chrétiens arrivent et tout. J'ai adoré ce movie-là. Très bien. Je t'ai mis un film qui est un film, je crois, que t'aimais bien plus jeune parce que je voulais qu'on parle de cinéma et de rap. Ah bah oui. Ah bah alors ça, les aficionados sauront que c'est un classique devant l'éternel. The cool thing about George Jefferson was he hated every white person he ever met, unless they had a check for him. C'est un des premiers films de Chris Rock en tant qu'acteur principal. Alors le thème du film, c'est un peu le hip-hop. C'est un espèce de mec un peu un fombou qui rêve d'être rappeur et son voisin, je crois, ou un de ses potes rentre en tôle. Et c'était un vrai gangster. Et lui, il dit, bah, je vais raconter la vie de ce gars-là, je vais me faire passer pour un rappeur fou et tout, avec ses potes et tout. Et après, le frère, je crois, le frère qui va en tôle, c'est le frère d'Eddie Murphy. J'ai oublié son prénom. Et il revient, et après, il dit, mais vous m'avez volé ma vie. Et après, il y a une course-poursuite entre lui et le mec et tout. Et c'est une comédie des années 90 que j'ai regardée à l'époque. Et c'était extraordinairement drôle. Okay, final question. Do you guys respect anything at all? Not a goddamn thing. You got a deal. Yeah. Et en plus, je crois que dedans, il y a des... Parce que ça commence en faux documentaire et donc il y a des interventions de Ice Cube, Ice-T, plein de vrais rappeurs qui disent « Ouais, CB4, c'est fou, c'est le groupe incroyable. » CB4, ça veut dire Cellule Bloc 4. Okay. Et je me rappelle de Chris Rock, dedans, il s'appelait MC Gusto. Et dedans, d'ailleurs, sur Internet, il y a son meilleur ami qui rappe avec lui et tout, là. J'ai oublié le nom de l'acteur et tout, qui fait son clip quand il va en solo, parce qu'après le groupe, je crois, il se sépare. Et il y a un morceau dedans. And I'm black, yo! And I'm black, yo! And I'm black, yo! And I'm blacker than black, and I'm black, yo! And I'm big, and I'm black, yo! Il dit black pendant 5 minutes. T'es là comme ça. Bon, moi, je le fais mal, mais c'est trop marrant. Et donc ça, c'est quoi? C'est genre le film que t'as en DVD? Ouais, c'est un film que j'ai racheté en DVD, parce que je le trouve pas... Ah si, je crois que je l'ai racheté... Sur Apple aussi, j'ai essayé de regarder avec mes enfants, beaucoup trop de gros mots, frère. Beaucoup trop de gros mots. Mais comment nos parents nous laissaient regarder ce genre de trucs-là? Ils savaient pas. Il y a du sexe, il y a des gros mots, il y a des trucs. J'ai tenu 5 minutes avec mes gosses. Surtout mes gosses, c'est un peu des choqués, un peu. C'est un peu des... Mais attends, il vient de dire un gros mot, là. C'est un peu la nouvelle génération et tout. Et ouais, j'ai essayé de le regarder. Je l'avais acheté en DVD. Et je crois que quelqu'un me l'a volé de ma famille. Et je l'ai racheté après sur iTunes. Et j'ai essayé de regarder avec les enfants et c'était dur à regarder. Mais je voulais qu'on en parle parce que les gens savent peut-être pas qu'il y a un lien. Toi aussi, t'as commencé par le hip-hop et le cinéma. Et les gens savent peut-être pas que c'est toi qui es derrière des films comme
African Gangster ou Cramé avec quand même des Alpha 520, Seth Gecko, Al Capote. Donc tu as commencé aussi par essayer d'être dans ce milieu-là. Oui, non mais c'est pas j'ai essayé, je suis ce milieu-là. Je suis ce milieu-là. J'ai commencé comme toutes les personnes de ma génération à rapper et après par le rap, je suis arrivé à la réalisation, par les clips et tout. Et après j'en avais marre de faire des clips parce que je me suis dit mais en fait un jour je me suis dit mais qui a réussi sa vie parce qu'il fait des clips? Dans ma tête, j'ai dit, mais personne. Donc vas-y, maintenant, il faut que je fasse le step au-dessus. Et là, j'ai commencé à faire des films. Et donc, j'ai fait African Gangster, j'ai fait Cramé, j'ai fait Sans pudeur ni morale. Dans Sans pudeur ni morale, il y a Mokobe, d'ailleurs, du 113, qui me reproche souvent et qui me dit, mais quand t'as fait Sans pudeur ni morale, que tu n'étais personne. Moi, j'étais là. Maintenant que t'as percé, tu me calcules plus. Je dis, Moko, c'est juste que là, je suis dans d'autres bails. Mais Mokobe, t'inquiète, on va refaire des trucs ensemble. Et oui, le rap, c'est une grosse partie de ma vie, c'est ma culture. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit que dans Tout simplement noir, c'était un peu écrit comme du hip-hop, comme du rap, avec des punchlines, avec un rythme... comme des morceaux, les scènes sont comme des morceaux et tout. Ils veulent pas que l'Afrique en fasse de même. C'est à notre tour de polluer. Ce que je raconte souvent, c'est que en fait, African Gangster, Sans pudeur ni morale et Cramé, c'est mes mixtapes. Et Tout simplement noir, c'est mon premier album en maison de disques. T'as capté? Le disque d'or, on l'a fait. T'as capté? Après, ce qui est intéressant aussi avec ces films-là, puis après on va passer à un autre rayon, c'est que c'était des films où il n'y avait pas beaucoup de budget. Ah, il y avait rien. Et c'était des films qui étaient très premier degré. Ah ouais. Qui n'étaient pas du tout vers la comédie. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. C'était, en fait, quand j'ai fait African Gangster et Sans pudeur ni morale et Cramé, en fait, en vrai de vrai, je savais même pas ce que je faisais. J'avais juste envie de faire des films et les vendre à Clignancourt parce que Alpha 520, il avait un stand là-bas. Et Alpha 520, c'est un très bon ami à moi. Et donc, j'étais au chômage, j'avais rien à faire. Au lieu de faire du rap, je me suis dit, vas-y, je vais faire des films. Mais sans savoir ce que c'est un chant contre chant, sans savoir ce que c'est du montage, c'est juste, j'avais envie de faire autre chose que du rap. Et donc, je me suis lancé comme ça dans les films. Et du coup, en faisant Cramé, je me suis dit, j'ai quand même raté, je vais en refaire un autre. Et du coup, j'ai refait derrière Sans pudeur ni morale et après, j'ai refait African Gangster. En fait, c'était toujours dans l'espoir de m'améliorer. Et je vais te dire un truc, quand j'ai fait ces 3 films, je me prenais même pas pour un réalisateur. Après avoir fait les 3 films, c'était difficile pour moi dans ma tête de me dire je suis réalisateur. Tellement c'était loin de moi ce raisonnement-là. Pour moi, j'étais juste un gars qui se débrouille. Il y en a qui font des trucs, il y en a qui, je sais pas moi, il y en a qui jouent au foot, il y en a qui ont choisi le gangstérisme, il y en a qui ont choisi des trucs. Moi, j'avais choisi de faire des films comme moyen de m'en sortir sans jamais imaginer un jour que ce serait mon métier. C'était juste ma manière de passer le temps, quoi. Et surtout, j'avais Alpha 520 qui était un bon appui à Clignancourt, où il débitait bien avec les t-shirts, tout ça et tout. C'était mon business, quoi. Le cinéma, c'était mon business. C'était, voilà. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que c'était un métier et qu'en fait, tu pouvais en vivre et que tu pouvais avoir des fiches de paye et que tu pouvais des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais pas du tout dans ça. Et j'avais aussi quand même, malgré tout, le désir aussi de raconter des histoires que je voyais pas dans le cinéma français. Ça, c'est vrai que c'est parti de là. Je me suis dit, mais j'aimerais bien faire un espèce de Scarface version la street avec un Africain sans papier qui monte les échelons du gangstérisme et tout, et on va mettre Alpha 520 et tout. C'était juste une projection de ce que j'avais envie de voir. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier de réalisateur. Mais c'est vrai que le rap et le cinéma, pour moi, c'est très lié. Trop bien. Méga lié. Ici, il y a quelques films à l'entrée dont tu voulais nous parler au départ. Ouais. Et je vois notamment en dessous des films africains. Ouais, alors là, c'est hyper important pour moi, ces films-là, notamment Balle poussière. Je veux faire de toi un des notables de ce village. Ça veut dire quoi? C'est un film de Henri Duparc, c'est un réalisateur ivoirien. Alors, mes parents sont originaires de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, comment les définir sans les offusquer? C'est un pays d'ambianceurs. C'est-à-dire que la culture ivoirienne, elle est différente de la culture, on va dire, des Sénégalais, avec les réalisateurs sénégalais comme Sambène Ousmane, comme Djibril Diop Mambéty, c'est autre chose encore. Ça, Balle poussière, c'est le fruit des voyages de mes parents qui allaient souvent en Côte d'Ivoire et qui nous ramenaient des films ivoiriens. Et donc, c'est des comédies ivoiriennes sur la vie ivoirienne. Et là, ce film-là, à l'époque, c'était un espèce de polygame qui qui habitait dans un village en Côte d'Ivoire et il ramenait une femme d'Abidjan et il voulait qu'elle rentre dans son harem de femmes et tout et elle voulait pas du tout.
Et donc, c'est un peu le décalage entre la vie à Abidjan et la vie dans les villages en Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, ça racontait un peu la société ivoirienne. Et il y avait des blagues, on était pliés de rire, frère. Avec mes frères, quand on regardait ça, à un moment, je crois, il y a un gars au téléphone qui dit « Oui, c'est moi, Fabien ». L'autre, il dit « Comment ça s'écrit ?» Il dit « F comme pharmacie ». Sacro, F comme pharmacie. Et là, toute ma famille était pliée de rire. Donc, Bal Poussière, c'est un peu la culture ivoirienne, la culture de la comédie, la culture de l'ambiance. Après, il y a Bronx Barbès. Ce qui est sûr, toi, je te mets dans le business. Mais Nixon le fout, on le met de côté, quoi. Qui est un film de Eliane de la Tour, mais qui a été tourné dans les ghettos en Côte d'Ivoire, machin. C'est un espèce de La Haine, mais version Côte d'Ivoire, dans le ghetto. Mais c'est très dur, mais il y a beaucoup de comédie dedans. Il y a énormément de comédie dedans, et l'argot, leur manière de parler, tout ça, ça c'est sorti en 2000, je crois, au cinéma. J'étais fasciné, parce qu'à l'époque, j'allais pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu vois, j'avais pas de thunes, j'avais pas de gosse non plus. Donc, j'avais regardé ça, et ça m'avait vraiment directement connecté avec la Côte d'Ivoire moderne. Parce que ça, c'est un film des années 80, ça c'est en 2000. Et donc, mon questionnement sur mon identité ivoirienne et tout, quand j'avais regardé ça, je sais pas, il y avait un truc où je me disais, ça a l'air chambé. C'était dur, le film il est très dur, mais ça m'a donné un peu soif d'aller visiter la Côte d'Ivoire. Et bon, là, il y a Yen de Djibril Mambéty Diop, qui est juste un classique absolu de cinéma. Et pourquoi j'ai voulu aussi voir qu'on voit ce genre de film-là, parce que les réalisateurs sénégalais, je pense que c'est vraiment l'élite du cinéma africain, en vrai de vrai. Je connais les Sénégalais, c'est des gens très intellectuels qui réfléchissent beaucoup, Bac+24, les colloques de la pensée décoloniale. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, Sambène Ousmane, lui et plein d'autres. J'adore ce cinéma-là. Ça, c'est du cinéma un peu poétique sur une femme qui revient dans son village au Sénégal, dans sa ville au Sénégal, et qui a gagné beaucoup d'argent en Europe et qui vient juste faire la misère à son ex pendant tout le film. Mais c'est vraiment super. J'ai découvert ce film-là, ouais, en 2010, 2012, comme ça. C'est super. Et là, il y a Darat, qui est une espèce de western réalisé par Mohamed Saleh Haroun. Alors c'est sur un jeune garçon qui a perdu son père pendant la guerre et tout, et il sait qui a tué son père. Je vais pas spoiler, mais et son grand-père lui trouve un plan pour aller travailler chez ce mec-là qui est boulanger pour venger la mort de son père pendant la guerre. Et c'est hyper lent, c'est un rythme vraiment inhabituel dans le cinéma. Et quand tu regardes la fin du film, tu dis chef-d'œuvre absolu, man. Tu sais, ça fait partie des genres de films où tu regardes le film, tout ça, tu dis mais pourquoi je regarde ça en fait et tout. Et quand la fin arrive, tu dis ah ok d'accord, ah ouais c'est pour ça que je regardais ça et tout. Extraordinaire, la leçon de cinéma extraordinaire. Et du coup ça m'a appris à être très humble et patient avec les films. Avant, quand les films ils me saoulaient, vas-y salam, je passe à autre chose. Et là depuis que j'ai vu ce film là, je me dis attends. attends, parce que peut-être que la fin est extraordinaire. Par contre, je suis un gars, j'ai pas du tout de patience au cinéma. J'ai de la patience avec les gens, j'ai de la patience avec mes enfants, j'ai de la patience avec les matchs de foot, j'ai de la patience dans tout. Sauf au cinéma, j'ai pas beaucoup de patience. Parce que je trouve que c'est déjà un cadeau que je m'asseye pour regarder ton film. Éclate-moi, frère. Parce que ça me dérange parfois chez les consommateurs de cinéma qui regardent un film et qui disent ouais, c'est un bon petit film. Ça me fout en rogne quand je vois ça. Moi, quand je fais un film, ça peut être réussi ou ça peut être raté, c'est pas à moi de décider. Mais mon ambition, c'est de faire le meilleur film de l'histoire de la Terre à ce moment-là, sur ce sujet-là. Tu vois, je ferai jamais un truc en me disant bah là, t'as vu, c'est une petite comédie sympa que j'ai faite et tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je ferai un truc comme ça. Quand je me lance dans le grand déplacement, je me dis, je vais faire le meilleur film de science-fiction qu'on a jamais vu avec des Africains sur Terre, frère. Et voilà, c'est mon objectif. À chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de faire le meilleur truc possible. En plus, t'as vu le cinéma, comment ça coûte cher. Les gens, ils galèrent pour aller au cinéma. Faut faire garder l'enfant, faut truc, ça coûte je sais pas combien, 12 €, 15 €. Frère, c'est un investissement. Tu vas avec ta petite meuf ou ton petit gars, tu veux serrer ta meuf, ça coûte 30 balles. Mets-les bien, les gens, frère. Mets-les bien. Tu te rends pas compte l'investissement que c'est, les gens qui ont mis de l'argent, le distributeur, le truc. Au moins, fais le max. Ouais. Au moins, essaye de faire le max pour faire un truc hors norme. Moi, c'est tout ce que je demande. Quand je vais au cinéma, fais-moi un truc hors norme, frère. Me fais pas un truc... Essaye d'être hors norme dans ton film. Lars von Trier, je vais te dire pourquoi j'ai choisi Lars von Trier. Lars von Trier, en fait, ce que j'adore chez lui, c'est la liberté qu'il a de faire ce qu'il fait.
Et je crois qu'ils avaient créé un dogme autour du cinéma nordique où il y a pas de... Pas de lumière artificielle. Il n'y a pas de lumière artificielle, machin, tout ça et tout. En fait, ce que j'adore chez Lars von Trier, c'est la liberté qu'il a avec le cinéma. Et cette liberté fait que c'est un artiste absolu. Parce qu'il s'enlève de toutes les contraintes. Et The Director, je crois que ça a été tourné d'une manière spécifique où les plans, ils étaient choisis au hasard. Donc parfois, il y a des gens qui parlent et le visage, il est coupé en deux, machin, tout ça. Et tu regardes le film et c'est beau, et c'est intelligent, et c'est drôle. Lars von Trier, je crois, c'est un peu un génie. Je crois il est hyper intelligent, il a son point de vue sur la société, il raconte quelque chose qu'il défend, et j'adore le fait qu'il soit... Après, il est parti un coup dans un bail et tout, ouais. Ça, c'est vrai. il a fait un petit dérapage, Lars von Trier, ouais, il a dérapé. Mais en tout cas, dans son art de réalisation, de quête absolue, d'honnêteté, de vision du monde et tout, il est trop fort. Mélancolia, tout ça... Toi, t'aimes bien ça? Ouais, j'adore. Ok. Non, mais le plan de Mélancolia avec Kristen Dunst, c'est ça? Kristen Dunst. Ouais, Dunst. Quand elle marche comme ça au ralenti avec, on dirait un tableau, frère. Non, mais lui, je l'adorais, c'est un truc de ouf. Lui, je trouve que artistiquement, il fait partie des génies de notre époque. Roy Anderson, c'est pareil. En fait, je me rappelle un jour, je me trimballe sur Internet comme ça, et je regarde des bandes annonces, et je tombe sur la bande annonce de ça. Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis. Jag kan ta ölen. Et en fait, ce que j'adore, c'est les gens qui prennent l'époque à contre-temps et à contre-pied. Ouais. Et quand tu regardes le rythme de ce film-là, c'est totalement à l'inverse de l'époque dans laquelle on est. C'est totalement à l'inverse de la rapidité, du rythme, de tout ça et tout. Et l'humour qui est dedans, c'est... Tu vois, il n'y a aucune blague, mais tout est drôle. Tout est drôle à cause du rythme. Tu vois ce que je veux dire? Okay, ouais. Le rythme qu'il impose et tout. Et après, on m'a dit que voilà, c'est un peu un rythme du Nord, là d'où il vient et tout. Tout est assez lent. Les peaux sont très grises. Ouais. Et je crois qu'il tourne beaucoup en studio. Tous les décors, c'est des studios qu'il fait fabriquer et tout. Et donc, j'adore ce que ça raconte sur la vie. J'adore les gens qui choisissent leur rythme. Lui, j'adore Lars von Trier, je l'aime parce que il avait choisi de faire ses films de manière autonome, il faisait ce qu'il voulait et tout, un peu comme Quentin Dupieux. Et lui, j'adore parce que le rythme de ses films, je crois, c'est que des plans séquences à chaque fois et tout, hyper lent, hyper truc, et tu regardes et tout, et ça parle du temps qui passe, de la vie, l'ennui qu'on peut subir parfois avec le temps qui passe et tout, mais c'est tellement drôle, tellement bien fait, que j'ai surkiffé, en fait. Après, je me suis intéressé à tout ce qu'il a fait et je trouve que... Mais je crois que c'est un mec de la pub à la base. J'adore le fait qu'un mec choisisse de dire, bon, bah, il y en a qui vont pas aimer, ben moi, je décide de faire ça parce que c'est ça que je veux faire. Et je trouve que c'est important d'avoir des gens qui sortent du lot comme ça à chaque fois. Parce qu'on est dans une époque où tout commence à s'uniformiser, les points de vue, la réalisation, les histoires et tout. Et je trouve que c'est faire preuve de courage que d'oser aller à contre-temps de ce qui se fait et aller dans son cinéma, dans son point de vue. Et je trouve ça super que des gens puissent regarder un film et dire « Mais ça, c'est putain de nul, qu'est-ce que t'as foutu ?» Et que juste après, il y a un gars qui sort et dit « Oh, c'était génial !» Pour moi, ça, c'est ça, là. J'ai un dernier film, tant qu'on est là, devant le cinéma italien. Ah ouais. Ça, tu nous as dit, je suis sûr que vous l'avez pas. Ouais. Et j'ai une vidéo l'avait. Ouais. Marco Ferreri, c'est celui qui a fait La Grande Bouffe, qui était déjà très, très scandaleux à l'époque. Non, moi, je préfère manger, moi. Qu'est-ce que... Non. C'est les réactions qu'on adore. Les gens sortaient de la séance et tout. C'est un connard! C'est de la merde! C'est machin, tout ça et tout. Mais c'est ça qu'on aime. On aime quand l'art bouscule. On aime quand l'art provoque quelque chose. Je te propose qu'on avance un tout petit peu. Derrière toi, il y a le rayon des nouveautés. Ouais. Je crois qu'il y a quelques nouveautés que t'as aimées. Je suis désolé, mais bon, on va commencer par l'histoire de Suleiman. Que je regardais avec mes enfants. Suleiman! Encore ce problème à la con. S'il te plaît, Emmanuel. Il y a moyen que tu me payes aujourd'hui, s'il te plaît.
Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est, franchement, à ça du chef-d'œuvre. Abou Sangaré, alors lui, laisse tomber, lui, frère, lui, lui, il avait jamais fait de film avant. En fait, pourquoi pour moi, ça, c'est un chef-d'œuvre? Je suis désolé, oui, je le dis, j'assume. Pour moi, ça, c'est un chef-d'œuvre parce que du coup, tu sors du film et ton point de vue sur la société, il change. Les coursiers qui s'occupent de prendre les courses, Uber Eats, machin, tout ça et tout, on en voit tous les jours, man. Personne ne se demande c'est quoi leur vie. Moi, je sais à peu près ce que c'est leur vie, mais le fait de mettre la lumière sur ces gens-là et tu ressors et tu dis, oula, bon, bah, je vais peut-être faire attention maintenant quand je vais les pourboires, machin, et même la manière de parler aux gens. Voilà, pour moi, c'est ça le rôle du cinéma, c'est questionner la société. Tu sors de la séance, tu sais pas trop si t'as aimé, pas aimé, mais en tout cas, t'es là, wow, qu'est-ce qui vient de se passer et tout. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait quand j'ai vu ce film-là. Et lui, c'est un immense acteur. C'est pas un bon acteur. C'est un immense acteur. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour lui après? Bah, ce qui va se passer pour lui après, c'est que moi, déjà, c'est sûr, je vais écrire des trucs pour lui, pour qu'il continue de jouer, et j'espère que d'autres réalisateurs penseront à lui, pas pour faire le mec Uber en vélo, machin, tout ça, mais pour une prestation d'acteur et jouer avec ce qu'il est, avec son accent, avec son africanité, mais le mettre dans d'autres trucs. Donc moi, je pense que voilà, tous les réalisateurs qui ont aimé ce film-là, et qu'on dit Abou Sangaré il est mortel, et quand ils écrivent un film ils imaginent pas du tout lui, bah faudrait qu'ils se posent des questions, et lui il peut jouer plein de choses, et c'est pas parce qu'il a fait ce rôle là qu'il a magistralement joué qu'il faut s'arrêter à ça, tu vois ce que je veux dire? Je te fais d'accord. Voilà, je pense que c'est un appel aux réalisateurs, ouvrez un peu votre esprit et proposez des choses à ce gars-là, parce que c'est un génie de l'acting, frère. Trop bien. Et sinon dans les nouveautés, bon bah il y a Dahomey de Mati Diop. Dahomey, pour moi, c'est comme l'histoire de Souleymane. Dahomey qui raconte l'histoire du retour d'œuvres d'art du Bénin au Bénin, et que Macron a accepté de renvoyer. Il y en a 26 qu'il a accepté de renvoyer, alors qu'il y a des milliers d'œuvres d'art au musée du Quai Branly. Pareil. Bon, moi, quand je ressors de ce film-là, je me pose pas de questions parce que je suis au courant déjà de ça. Mais je suis extrêmement content, extrêmement fier que ce film existe et qu'il a été projeté au cinéma, et qu'on a une réalisatrice comme Mati Diop qui est brillantissime intellectuellement. C'est vrai que quand elle parle dans les interviews, c'est compliqué parfois. Elle est un peu, je lui ai déjà dit, hein, elle est un peu prof de l'université, Mati. C'est d'abord l'histoire d'un continent entier qui a été pillé et qui réclame son patrimoine depuis les années 60, depuis les indépendances. Parle normalement aux gens, ton message est noble. Rends-le accessible. Mati Diop, que j'adore. Allons vers le cinéma français. Oh, je sais pas par où commencer. Steak, film réalisé par Quentin Dupieux. C'est dans le top 5 des meilleures comédies françaises. Les 5 dernières minutes du film Steak, j'ai dû me les mater 100 fois. Quand Judor il arrive avec le fusil, tout ça et tout, et c'était la création d'ailleurs du début de son art un peu à Quentin. Et d'ailleurs, je crois que ça a été un flop à l'époque quand c'est sorti. Personne n'a capté. Et ça prouve que quand même, Eric et Ramzy sont très intelligents. Et que juste après la tour Montparnasse infernale, ils décident de faire autre chose. Là où des gens se seraient engouffrés dans la brèche et faire exactement la même chose. Tu vois, 15 fois. Je trouve que déjà, c'est des acteurs de génie, mais surtout qui sont hyper intelligents. Est-ce que tu vois ce nuage-là? Celui-là, oui. Oui. Dis-moi. Ouais. On dirait pas du coton. Non, réponds. Et que Quentin, il sait ce qu'il leur doit. Hein, et Quentin Dupieux, voilà, à la réalisation avec des super beaux plans. Ce fumier, il commence à m'énerver, frère. Avec qui t'as bossé, du coup? Ouais, avec qui j'ai travaillé. Lui, c'est un régal. C'est un régal. On va pas non plus l'encenser trop, JP, parce qu'il a déjà le melon comme ça, il nous parle de son César toute la journée. Il arrête pas d'en parler. Ah, il en parle toute la journée. Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont bons et tu peux être déçu de la rencontre, machin, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être déçu que le mec, c'est un peu un génie fou, qui respecte pas les gens et tout. Frère, tu fais un film avec lui, tu te crois en vacances. En vrai de vrai, t'es comme en vacances. Et je me rappelle même sur le tournage, des fois, il nous a recadré un peu avec Gilles Lelouch parce que dès qu'on mettait nos costumes de tabac force, on devenait des teubés. Tabac force! Go! 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 Non mais des vrais teubés. Et je me rappelle de la scène
au coin du feu, là où on raconte des histoires et tout, ça a parti trop loin. C'est la première fois que j'ai vu Quentin s'énerver. Il a dit, bon, bah, c'est bon, vous arrêtez là maintenant. Son équipe, ils nous ont dit, on l'a jamais vu comme ça, on l'a rendu ouf. Mais c'est parce qu'en fait, on s'est permis ça parce qu'on est des connards. Mais Quentin Dupieux, franchement, c'est un régal. Mais je t'ai mis un autre film de Dupieux, justement. Yannick. Mais parce que l'acteur principal, c'est quelqu'un avec qui t'as toi aussi beaucoup bossé. Ouais. Ah bah, mon Raph Quenard, Rafifou. Rafifi. Demain, tu prends tes affaires et tu te bats en ric-rac. J'ai failli finir à la rue à cause de toi encore. Attends. Maman, elle a payé des impôts toute sa vie pour que tu sois dans un lit. Moi, je suis à la rue. Bah, avec moi, pour moi, franchement, ce gars-là, c'est une bénédiction, de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir le côtoyer. C'est mon petit, en même temps, il sait que c'est mon petit. Il le sait? Mais il sait très bien que c'est mon petit. Nous, on a fini avec les Césars. Après, lui, il est parti ramasser ça après, 3 ans après. Non, ça, on était déjà plus dans les Césars. On cherchait autre chose. Il le sait que c'est mon fils. Et on l'adore. Et je l'aime en tant que fils. Mais non, Raphaël Quenard, déjà, c'est un espèce de fou surdoué de l'acting, hyper précis dans son jeu. En fait, quand tu joues avec Raphaël Quenard, c'est comme jouer avec une guitare hyper bien réglée. C'est facile de bien jouer quand t'es avec lui, en fait. Je la nique ta mère, PD. Ah, d'accord. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'elles ont bien pu faire, nos mères, pour mériter de se faire niquer par des abrutis dans votre genre? Il est hyper généreux, il est hyper précis, perfectionniste et tout. Et donc, du coup, ça te met la barre haute. Et t'es obligé de mettre la barre haute quand tu joues avec lui. Et non, moi, je trouve que c'est une bénédiction de le connaître. C'est un très grand acteur, très grand nom du cinéma français. Il va faire des trucs de ouf encore dans l'avenir et tout. Et je suis super content de l'avoir côtoyé quand il n'était rien. Du tout. Et il le sait qu'il n'était rien. Lorsqu'on a fait Pourquoi tu souris avec Chad chez Nougat et que je le traitais d'acteur de seconde zone. Je sais qu'il avait mal. Non, là, par contre, tu dérailles. Tu montes ton côté obscur, là, mon gars. C'est pas bien, ça. Hein. Attention. Hein. Mais c'était la vérité. C'était pour te bouger, Raphaël. Pourquoi tu te bouges le cul? Ah là là. Casse départ. Thomas Jujol, Fabrice Eboué. Quoi court? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie. Ils sont là-bas. 2 grands noirs, torse nu avec un autre. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je les côtoyais beaucoup à cette époque-là. En fait, leur réussite à l'époque, mais me rendait tellement fier. J'étais tellement fier que, en fait, des gars que je côtoie, qui étaient comme moi, en fait, vivent un tel succès. Je voyais quand ils ont fait Casse Départ, je me rappelle la bande-annonce et c'est sorti. Bon, moi, je commençais un peu à écrire des trucs, mais c'était, Casse Départ, c'est sorti après African Gangster, juste après African Gangster. Et donc, je les côtoyais un petit peu sans les connaître et tout. Et en fait, comment te dire? En fait, pour moi, si moi j'en suis arrivé là aussi dans ma vie, même si je suis nulle part, t'as vu, on travaille toujours, mais c'est quand même grâce à eux. Parce que eux, des gens de ma génération que je côtoyais, m'ont montré que c'était possible de faire 2 millions d'entrées. Déjà, faire du cinéma, pour moi, c'était impossible dans ma tête. Je pensais jamais que j'allais devenir réalisateur. Mais côtoyer des gars comme moi, de ma génération, qui ont fait 2 millions d'entrées, pour moi, eux, ils ont été des interrupteurs. Ils ont ouvert un truc dans ma tête. Et tu peux pas savoir, j'étais tellement content. Quand ils ont fait les 2 millions d'entrées, je vais même pas expliquer, c'est comme si c'était mes 2 millions d'entrées. Et quand j'entendais des gens qui parlaient mal d'eux, ça m'énervait. Alors que, tu vois, j'ai rien gagné dans tout simplement, dans Casse Départ. Mais genre, ça m'arrivait parfois d'être dans des milieux où ça faisait bien, milieu un peu militant, ça faisait bien de mal parler de Casse Départ, dire ouais, un film sur l'esclavage en comédie, bah y a que ça en France, nous on sait faire que de la comédie et tout. En fait, ça m'énervait, je le prenais pour moi. Et je les défendais et je disais mais attendez, s'il y a aucun film sur l'esclavage qui a été produit en France, c'est pas de la faute de Thomas Jol et Fabrice Eboué. Eux, leur art, c'est faire de la comédie. Donc déjà qu'ils décident de prendre la parole sur ce sujet-là à leur manière, mais dites-leur merci. Et moi, en tout cas, à mon niveau, dans Casse Départ, j'ai pas vu de trucs offensants. À aucun moment, ils se sont foutus de la gueule de l'esclavage dans le film. Dans le film, ils se foutaient de la gueule de 2 Golemont qui retournent à l'époque de l'esclavage. Et de pouvoir tourner pour eux après. Ouais. Bah après, moi j'ai eu la chance de faire tout simplement Noir avec Fabrice Eboué, qui m'a un peu aidé à l'écriture. Oui, mais il n'y a pas... Oui, mais c'est bon, le mec il démarre, il fait des vidéos rigolotes, laisse tomber, c'est bon. Ouais, bah, évidemment, ça te fait rire. Vu ce que tu fais dans Casse Départ, c'est normal que ça te fasse marrer. Moi, ça me fait pas marrer. Quoi dans Casse Départ? Qu'est-ce que je fais dans Casse Départ? Je sais pas, l'esclavage, ça vous fait marrer, c'est tout. Pas... Comment dire, lui c'est un ouvrier, frère. Hein. Lui il est là pour bosser. Hein. Lui, histoire de talent, tout ça, il s'en bat les steaks. Lui, il se lève à 9h, il écrit, frère, tous les jours. Lui, Fabrice, lui, c'est vraiment un travailleur. Et il m'a appris ça aussi à son contact. J'ai appris que
Oui, le talent, le soi-disant talent, c'est bien, mais le travail, c'est encore mieux. Et lui, il ne voit que le travail. Lui, il est que par le travail. Mais ça n'empêche que voilà, Fabrice et Thomas, c'est quand même le début de quelque chose de grand dans ma tête. Et là, il y a le film du Grand Gilou. Bon, le Grand Gilou, le Grand Bain. Je veux juste participer. Participez, fils de pute! Oh non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Je peux pas me les habiller pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. Il y en a qui n'ont pas aimé ce film, c'est fou. Moi, j'ai adoré. Le Grand Bain, dans ce que ça raconte sur la paternité, sur la dépression, sur l'envie de faire des grandes choses pour rendre les autres fiers. C'est un peu autobiographique pour moi. Donc moi, j'ai totalement adhéré au Grand Bain. Ça m'arrive souvent de voir des gens dire « Oh mais non, mais c'est tellement toxique. » Tu vois, j'ai entendu des trucs comme ça. Okay. Mais moi, pas du tout. Et Gilles est un très très grand réalisateur. Ça, faut même pas commencer à se poser des questions ou quoi que ce soit. Déjà, c'est un acteur de ouf. C'est un acteur de ouf. Moi, j'ai tourné avec lui dans Fumer fait tousser. Il y a des choses qu'il a sorties dans Fumer fait tousser. Il y a une réplique qu'on a eu du mal à faire. D'ailleurs, à un moment donné, il y a Alain Chabat, qui est le rat, qui dit « Oui, je vous allez aller dans une maison de repos, machin, tout ça. » Et Gilles Lelouch qui dit « Une sorte de séminaire, j'imagine. » J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours, tous ensemble, afin de reconstruire l'esprit d'équipe qui caractérise si bien les tabac-force. En retraite, donc. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça ? Ça, cette réplique-là, on l'a fait déjà 15 fois, mais il a tellement bien sorti, frère. Mais ça, c'est du talent, frère. Et en plus de ça, c'est un réalisateur de folie. Et il y a aussi un autre truc qui m'a appris, Gilles Lelouch, que j'avais pas, c'est apprendre à célébrer les choses et célébrer la vie. Gilles Lelouch, tout le temps en train de rigoler, en train de faire des fêtes, en train de vouloir mettre bien ses gars, en train de... En fait, Gilles Lelouch, il est tout le temps en célébration de la vie. Et et d'ailleurs, je l'ai vu il y a pas longtemps à Cannes et tout. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte le métier qu'on fait, JP? Tu te rends pas compte de la chance qu'on a, frère? Est-ce qu'il y a 10 ans, tu te serais dit que tu serais arrivé là, dans ta vie, JP? Réfléchis à d'où tu viens et là où t'es. Tu sais, parfois, tu peux devenir un peu con, un peu bête. C'est la 5e fois que tu montes les marches de Cannes, t'es tout le temps habitué des avant-premières, palaces et tout. Ça peut devenir, soi-disant, normal dans ta tête. D'où que tu viennes, hein. Tu peux être très pauvre et habitué à faire des succès, à faire de l'argent et tu deviens totalement fou. Je dis pas que je suis devenu fou, mais c'est bien quand même d'avoir un Gilles Lelouch qui te dit, mec, tu te rends pas compte, tu fais du cinéma. T'es à Cannes, regarde la chance qu'on a. Il me l'a redit là, à Cannes, là. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, c'est une piqûre de rappel de « Hey mec, kiffe ta vie, arrête de te prendre la tête. Kiffe, kiffe, kiffe. » Et là, là, t'as le Michel Hazanavicius, un des réalisateurs les plus classes de la Terre, les plus smart, les plus intelligents, les plus classes, les plus doués. Il a tout vécu. L'Oscar, l'échec, il connaît la vie, frère. Il peut tout apprendre. Et oui, discuter avec lui, échanger sur le métier, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et puis c'est vrai que c'est une chance de le connaître. Il m'a fait travailler dans Coupé, où j'avais un tout petit rôle et tout. Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des sons de gratin, tu vois. Le gratin? Ouais, des trucs qui grincent pour donner un côté mystérieux, flippant à tout ça, tu vois ou pas? Ah, des grincements? Ouais, des grincements, ouais. Et il s'en voulait un peu de m'avoir donné un tout petit rôle et tout, mais il se rend pas compte que moi, j'étais déjà content. Même si j'avais juste un jour de tournage, j'étais juste content déjà d'être là et de pouvoir tourner avec lui. Tu sais, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès avec Tout Simplement Noir, quand je recevais des scénarios, j'étais un peu... Ah bon? Moi? J'avais ce syndrome-là. Je disais, mais pourquoi moi? Il me veut dans son film. Et mon agent, il me disait, bon, faut que t'arrêtes tes ah bon, moi. Hey, JP, c'est une industrie, frère. Là, tu représentes quelque chose, donc les gens, ils te veulent dans leur film. Donc, choisis et arrête de faire le teubé. Donc, ouais, j'avais ce truc-là au début. Et donc, Michel Hazanavicius, quel bonheur. Et puis, Camping, du bon vieux Francky, Camping. Alors? On n'attend pas Patrick? Est-ce que tu vois le grand écart entre Roy Anderson, Lars von Trier et Otto Niente, Camping ou pas? Ouais, mais ça me semble logique, moi. Ça me semble logique parce que là, en fait, Camping, déjà, pour moi, c'est un film où j'habitais encore chez mes parents quand c'est sorti. Et je regardais ça avec mes frères et sœurs. J'ai un petit frère qui s'appelle Jonathan, qui s'appelle JR. On a développé une passion Franck Dubosc dans les années 98, 2000, comme ça. Une passion Franck Dubosc. Son spectacle, je vous ai pas raconté, on se l'est tapé, mais je sais pas, 216 fois
je connaîtrais franchement les répliques par cœur. Et donc quand Camping est sorti, évidemment qu'on a été le regarder. Et je crois qu'en fait, Franck Dubosc avec Camping, d'une part, ça parle du rapport province-Paname, parce que dans le film, c'est un peu les mecs de Paname qui arrivent là-bas au camping et qui pensent que les autres sont des ploucs, mais les vrais ploucs, c'est les Parisiens, et les vrais gentils, c'est Dubosc et ses gars. Il y a ce rapport-là que j'aime bien. Tu nous prends pour des minables, c'est ça? J'ai tout entendu. Hein? Mais qu'est-ce que t'aurais fait sans nous? Le Cro-Magnon, il t'a ouvert sa hutte. Mais du coup, Camping et le personnage de Chirac, Patrick Chirac, je crois que c'est un des premiers héros français de comédie où on y allait vraiment à fond, pour moi. C'est-à-dire que là, il a pris son rôle et il a dit, là, je vais vous éclater, les gars. C'était la première fois que je voyais un héros de comédie français où ça y allait, quoi. Tu vois, parce que les comédies françaises, bien sûr, il y avait Belmondo, il y avait Louis de Funès, mais ça, c'était avant. Mais dans les années 2000, la comédie, genre, qui allait comme ça, bon, il y avait Les Visiteurs, je me contredis. Plus j'avance, plus je me contredis. Il y avait Eric et Ramsey. Il y avait Eric et Ramsey. Mais ce personnage-là, assumé comme ça, mec de province, trop marrant, qui y va à fond, on est tombé dedans. Avec tous mes frères et sœurs, on est tombé dedans. Ouais, il a refait un film il y a pas longtemps, là, un ours dans le Jura et tout. Vous voyez que c'était aussi incroyable. Monsieur. C'était un thriller, donc il sortait un peu des clous de ce qu'il avait fait avant, mais la comédie était là, avec les fines touches, et mon gars sûr, Benoît Poelvoorde, qui est stratosphérique à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Donc, ouais, Franck Dubosc, vraie source d'inspiration, et puis il a commencé un peu tard aussi, hein. Il avait déjà les cheveux blancs quand il a commencé. Donc il y avait le côté, oh, Franck, t'es là encore avec tes cheveux blancs? Tu sais, je crois qu'il a toujours eu des cheveux blancs, Franck Dubosc. Et non, mais il a commencé tard, je crois, et non, c'est très inspirant, je l'adore, et j'ai la chance aussi de le côtoyer. On s'envoie des petits messages, et j'ai fait un truc avec lui au César d'ailleurs. C'est vrai. La scène, il a tout tué au César. On a tout oublié à cause de lui. Même moi, on m'a zappé, frère. Donc, Francky, je l'adore. Pour conclure, là, juste en face de toi, justement, c'est le côté comédie américaine. Ouais. Moi, ma comédie américaine adorée, c'est plus FBI, fausse blonde infiltrée. Oh my God, Brittany! Were you thinking it? No, you said it. You know, sometimes you sound just like a man. So I've been told. Pour moi, c'est le top du game. Pour moi, ça, c'est le top du game. Pour moi, FBI, fausse blonde infiltrée, ils décident de se faire passer pour des blondes pour essayer de se faire kidnapper, machin, tout ça. Chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. En fait, parce que ça se lâche et ça va à fond. Et ça, j'adore ça chez les Américains. De se lâcher, en fait. Se lâcher totalement. Aller dans le kitsch, le potache, machin, tout ça. Ça, j'adore. Et les frères Wayans, ça fait partie des... Bah, ils avaient fait les Scary Movie aussi. Ouais. Hello? What's your favorite scary movie? Des trucs que j'ai saigné à l'époque. Mais au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Mais en tout cas, il prenait les concepts de films qui marchaient et après, il les tirait jusqu'à en faire un truc hyper débile. C'est des films un peu 2090, comédie bien teubée que on regardait pas mal à l'époque. Trop bien. Ouais, c'était super. Écoute, j'ai un dernier rayon à te montrer si ça te dérange pas. Vas-y. C'est le rayon animation. Je voulais qu'on parle de ce Astérix-là pour deux raisons. Ouais. Déjà, la première, c'est que toi, t'as doublé récemment. Ouais. Dans un Astérix d'animation, ce qui est quand même pas rien. Ouais. C'est un monument quand même. Oui, oui, oui. Bon, quand faut y aller, hein. Légion à la Et parce qu'il est co-réalisé par un monsieur qui s'appelle Louis Clichy. Oui, Louis Clichy, alors c'est un mec avec qui je travaille en ce moment. Je travaille sur un film d'animation avec lui, qui est un truc un peu autobiographique. Donc je travaille avec lui dessus et c'est la crème de l'animation. Je crois qu'il a fait les grosses écoles françaises là, et il a fait Astérix, il a fait des trucs aux États-Unis, genre c'est le gars de l'animation. Et donc on va s'associer ensemble pour travailler sur un film lié directement à mon enfance. Et ouais, l'animation j'aime bien, mais par contre je suis pas dans les bails de manga, tout ça là, Naruto, Dragon Ball et tout. J'en ai rien à foutre de tout ça. T'as essayé au moins? J'ai essayé avec j'ai deux fils de 12 et 13 ans qui sont à fond là-dedans et tout, qui essayent de me mettre là-dedans. Ils t'ont montré quoi? Oh, ils m'ont... Attends, il y a pas... Il y a Naruto, il y a un autre truc. Naruto Shippuden. Tu connais Naruto Shippuden? Voilà, Shippuden. Voilà, Naruto, ils m'ont montré ça. Je sais pas, je rentre pas, frère. Ça y est, je suis passé de l'autre côté. Je regarde ça, je dis, mais pourquoi ils sont là-dedans, frère?
c'est nul, j'arrive pas. Et je vois bien, il y a plein d'adultes à fond là-dedans et tout, mais moi, je m'en tape des mangas. Un truc de ouf. Mais par contre, j'aime bien les films Pixar, tout ça. Ok. Et pour moi, Coco, il y a Coco que j'ai bien aimé, il y a Ma vie de courgette aussi que j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien les films d'animation quand c'est triste. Tu vois, quand les gens ils rigolent trop, je sais pas, ça me saoule, trop de bagarres, trop de trucs. Moi, j'aime quand c'est triste. Et Coco, et puis je pense que ça fait aussi référence à ma propre histoire personnelle. Tu vois, moi, j'ai pas trop connu mes grands-parents et tout, tu vois. Donc quand je vois Coco, l'autre qui veut tenir le lien avec sa grand-mère qui va bientôt mourir avec la scène de fin et tout. Je crois que je l'ai vu 2 fois au cinéma avec mes enfants. Je sais pas si j'ai pleuré. Nous on pleure pas, vrai bonhomme, t'as capté. Y a pas nanani. Non, je crois que j'ai un peu pleuré, mais vraiment discrètement. À ça et à Ma vie de courgette aussi, qui était un film français que j'ai regardé avec les enfants. Je sais plus qui avait bien fait triste, ça. Hein. Ça, c'est le jour où vous êtes devenus mes enfants. Je me rappelle, j'avais regardé à la maison avec les enfants. On a fini de regarder le film. Je me retourne, tout le monde pleure. Tous les ans. Mes enfants, leur maman, tout le monde pleure à côté. Moi, ça, c'était là. Hein, mais je me rappelle que Ma vie de courgette, j'ai bien aimé. Donc, ce que j'aime dans les films d'animation, c'est quand ça me raconte quelque chose sur la vie. Et je crois que j'ai tendance à aimer les films d'animation tristes. Il y a pas longtemps, je suis parti, il y a un Dragon Ball qui est sorti au cinéma. Ouais, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Je suis parti avec mes 2 fils, on a regardé Dragon Ball au cinéma. Déjà, quand ils se battent, les gens crient dans la salle. Ouais! J'étais là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et mes enfants, ils sont contents, Dragon Ball qui met des patates et tout. Oh papa, hein? Nul frère, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse archi pas, c'est un truc de ouf. Tu vas te faire tes ennemis. Ouais, je m'en tape, franchement. Non. Mais ça, et aussi, il y a 2 trucs que je calcule pas trop. C'est les films comme ça, là, les nouveaux trucs Dragon Ball, je sais pas quoi. Ça, je calcule pas trop. Et les trucs genre Scarface, machin, tout ça. Ça m'intéresse archi pas, frère. Les films de gangsters des 70-80, là. Je m'en tape, frère, de ça. Je me rappelle quand on a regardé Scarface pour la première fois avec mes amis et tout, j'étais chez un pote, je sais pas, ils étaient tous en... Ça me faisait rien du tout. Ça ne me faisait absolument rien. Peut-être j'ai un problème avec ces sujets-là, mais genre Scarface, même American Gangster. En fait, les films de gangsters, ça me transcende pas. S'il n'y a pas de la comédie, Guy Ritchie le fait bien, avec des comédies, machin, nanana. Mais les films de gangsters premier degré, on va tous les niquer. On va se venger, tu vas voir. Je vais tous me les faire. J'en ai ce que t'as un peu fait du coup avec African Gangster. Oui. Oui, je l'ai fait avec African Gangster, je l'ai fait. Mais est-ce que j'étais vraiment moi-même? J'étais dans le business, frère. J'étais dans le business, c'est tout. Très bien. Bah merci beaucoup, JP. Ouais, de rien. Mini